dirigeants. Donc l'objectif de ce temps-là, c'est Mathieu donc, qui a souhaité le mettre en place avec une partie de la DTN, sachant que ça se fait également sur la route pour certains de mes collègues. C'est de pouvoir justement, dans chaque région, interroger un ou plusieurs sportifs de haut niveau. En Bourgogne-Franche-Comté, ça a été le cas avec Julie Bresset. En Occitanie, ça a été le cas avec Victor Koreski. Et donc là, sur la région Nouvelle-Aquitaine, on voulait mettre en place 2 pilotes qui ont un profil un peu différent, avec Lucie, qui donc malheureusement ne sera pas là ce soir, qui a un profil vraiment VTTiste pur, et David, qui a été formé à l'école du VTT, qui a fait un passage chez les professionnels sur la route et qui est revenu depuis la saison dernière sur le VTT, et qui est du coup membre du team Scott Cross Oxygène, et qui a la particularité également d'avoir la double activité VTT cyclocross, voire même la triple activité. C'est un peu le Mathieu Van Der Poel de la région, mais voilà, donc il a quand même un regard avisé sur l'activité, sachant que sa sœur a aussi été championne de France chez les jeunes, et que justement il a quand même maintenant presque 10 ans de recul sur la pratique du haut niveau. Donc je pense que c'était le pilote avec Lucie qui, elle, c'était sur un projet olympique qui était vraiment les plus pertinents pour ce type d'activité, quoi. Donc la première question pour attaquer dans le vif du sujet, sachant pour ceux qui ne connaissent pas, donc je représente Mathieu Nadal qui a été longtemps entraîneur du pôle espoir de Besançon, donc il a formé également beaucoup de coureurs route et VTTistes et cyclocrossman et woman. Il a aussi la carte il a formé pas mal de jeunes filles. C'est parce que le pôle de Besançon était une structure qui accueillait pas mal de filles, donc il a aussi un bon recul sur la pratique féminine. Et puis qui depuis maintenant 2-3 ans est devenu entraîneur de l'équipe de France de VTT, en particulier sur les catégories juniors et puis espoir. Voilà, et qui accompagne Yvan Clolus, le manager, sur les différents championnats du monde, d'Europe. Donc voilà. Donc première question qui était à l'initiative à la base pour Lucie. On va la poser pour David parce que vu du coup il a commencé par le VTT. La question c'était David, quand est-ce que tu as débuté le VTT? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Et à partir de quand tu t'es dit c'est ce que je veux faire et puis au plus haut niveau, quoi. Alors j'ai débuté le vélo en pré-licencié. En fait, j'ai pas souvenir de ne pas être sur un vélo parce que l'année de ma naissance, mon oncle a créé le club de Crozzox, donc en 92. Et en fait, j'ai toujours eu souvenir de monter sur un vélo. Donc voilà, dès les pré-licenciés, j'ai commencé par le VTT. J'ai fait vraiment que du VTT jusqu'aux années, jusqu'à la catégorie minime cadet. Après, j'ai basculé sur le cross via le pôle espoir, puis la route et maintenant. Alors, le cross, c'est cyclocross, hein, c'est pas cross-country. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Et c'était quoi la suite des questions? Je ne me souviens plus. C'était à partir de quel âge? Sur le côté, du coup, excuse-moi François, mais je vous mets à chaque fois les questions là sur le côté. Ah ouais, commentaires. Comme ça, tout le monde peut voilà, en même temps écouter et puis lire, c'est plus simple. D'accord. Et l'élément déclencheur pour le haut niveau, on va dire que j'ai commencé à m'entraîner, à avoir un petit plan d'entraînement en minime pour les TNJV l'été. Voilà, c'était familial, hein, c'était mon cousin qui me faisait une petite trame, on va dire, les 3 semaines avant le TNJV. Donc voilà, on va dire que mes débuts d'entraînement se sont faits en minime, mais après pour vraiment performer ça a été en cadet avec mes premières manches de Coupe de France en VTT. Du coup, peut-être pour faire un petit parallèle avec ce qu'on retrouve maintenant chez nos meilleurs athlètes en Coupe de France ou au niveau international chez les Français, c'est vrai que la plupart qui arrivent dans le stage, on va dire, de la meilleure génération cadet là, que je fais à chaque fin de saison, avec nos meilleurs Français cadets, c'est vrai qu'ils ont déjà, en général, 8-10 ans de vélo derrière eux. Donc tu disais que tu avais commencé en pré-licencié. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça se retrouve pas mal avec des jeunes qui ont déjà un gros passé de VTT derrière eux.
Même déjà en pour cadet. ça, moi, ça m'a vraiment formé. Les bases se sont vraiment faites grâce au TR et au TN. J'ai Ouais. toute la technicité que j'ai aujourd'hui, à la base, c'est grâce à ça, hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plus de jeunes là. Enfin, en tout cas, on en voit beaucoup moins qui arrivent et au dernier moment qui performent comme ça. Il y a beaucoup de spécificités quand même techniques du VTT qui fait que c'est comme ça. Et puis par rapport ouais, au niveau, c'est vrai que derrière, voilà, on a besoin d'un certain niveau technique et puis les TFJV, etc., permettent de passer ces caps-là. Et ceux qui le font pas, c'est compliqué. Et puis même à la base, moi, j'étais plus, on va dire que je préférais plus le trial. J'étais plus trialiste quand j'étais petit. D'ailleurs, j'ai gagné les 4 TNJV auxquels j'ai participé, les 4 fois en trial, j'ai réussi à gagner. Et c'était vraiment mon dada, quoi. Et puis j'ai basculé plus sur le cross-country, oui, sur les années minimes. Très bien. Pour continuer Voilà. justement là-dessus, sur ton début de pratique, donc le passage par les TRJV, TNJV, et ensuite pour la question qui va un petit peu dans la foulée, c'est comment s'est construit ton plan de carrière. Bon, moi, j'étais là quand tu étais encore jeune, donc j'ai suivi un peu la transition. Mais il me semble que c'est à partir de 17-18 ans que tu as vraiment bifurqué du VTT vers la route et vers le cyclocross également. Et du coup, est-ce que tu avais un plan de carrière qui était bien défini en amont et comment il s'est construit, on va dire, au fur et à mesure avec les objectifs de performance qui sont venus, c'est-à-dire championnat de France, les championnats du monde, ainsi de suite, quoi. Par quelle étape tu as pu passer? Ouais. En fait, ça va peut-être paraître surprenant, mais Ah, et avec le ça coupe un petit coup, David, là, je sais pas. Ah, il y a de la friture en creuse. Allô? Vous Ouais, m'entendez? ouais. Redémarre, s'il te plaît. Voilà, repart ouais, du début. Putain, mais moi aussi, ça coupe pas mal. Oui, donc je disais qu'en fait, je me suis rendu compte grâce à la question là tout à l'heure que j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Euh, comme je vous ai dit, j'ai commencé par VTT. Après, j'ai eu la chance d'avoir des structures autour de moi qui étaient bonnes. Et je suis passé par une section sportive dans un collège, dans mon collège à Maroso à Guéret, puis après le pôle espoir. Donc en fait, tout s'est fait très naturellement et ouais, le haut niveau et vraiment la démarche de vouloir performer, c'est venu une fois le pôle espoir intégré, quoi. Avant les jeunes années, j'ai toujours été un compétiteur dans l'âme quand même, hein. Quand je prenais le départ des courses chez les jeunes, forcément, j'avais envie de gagner, mais vraiment dans la démarche, ça a été qu'une fois, qu'une fois au pôle. Très bien. Ok. Si je reprends aussi un petit peu ton cheminement, quand ton premier podium national, ça a été à quel âge, David? Mon premier podium national, ça a été en cadet deuxième année. Sur quelle discipline? C'est en cyclocross. D'accord. Et est-ce que justement derrière, ça t'a permis de prendre conscience de ton potentiel ou est-ce que ça a eu une forme de déclic ou pas? Ouais, non, le déclic, en fait, il est venu dès la première manche de Coupe de France cadet qui avait lieu à Saint-Flour, je me souviens. Première Coupe de France et donc première année cadet, j'avais réussi à accrocher la quatrième place, donc au pied du podium. Et c'est là où je me suis un petit peu découvert et où je me suis dit, bah, pourquoi pas. Enfin, ça m'a vite boosté et je me suis vite pris au jeu, quoi. Dès ma première année cadet en VTT. Est-ce que tu as connu à cette période-là, là, justement, souvent la carrière chez les jeunes prédomine un petit peu dans la suite. Est-ce que tu as connu des échecs? Parce que bon, tu fais partie des coureurs qui ont connu pas mal de succès, mais est-ce que tu as aussi connu des échecs dans cette période-là? Parce qu'il y a certains pilotes qui nous écoutent ou certains entraîneurs qui sont parfois
qui subissent aussi les échecs de leurs coureurs, qui ne savent pas forcément toujours comment réagir. Ah oui, oui, bien sûr. Dès la première année cadet, hein, j'avais très bien commencé la saison en VTT. Les 2 premières Coupes de France se sont super bien passées. Et puis la fin de saison a été beaucoup plus compliquée. Je m'étais du coup fixé des objectifs à la hausse pour la fin de saison de VTT, je me souviens, et que j'ai pas du tout réussi à remplir. Donc dès la première fin de saison cadet, ouais, j'ai eu des petites désillusions, on va dire, et voilà, j'ai quand même insisté, et puis la preuve, enfin, j'ai eu raison parce que dès mon passage en KD2 cyclocross, j'ai réussi à avoir des podiums au niveau national, donc c'était lancé. Très bien. Mathieu, tu veux revenir là-dessus ou... Non, non, moi c'est marrant parce que du coup je découvre David sous un autre angle parce que c'est vrai que du coup on a été plus ou moins adversaires dans ce temps-là par Émilien Vianney interposé, mais c'est marrant, hein. C'est vrai, C'est marrant. Très bien. c'est des bons souvenirs. Ouais. Donc, pour revenir justement sur cyclocross dont on parle, est-ce que voilà, comment s'est construit? Parce que jusqu'à que tu sois junior, tu faisais surtout VTT et cyclocross, donc tu étais sur de Ouais. l'activité de tout terrain. Et alors, en quoi l'une et l'autre t'ont rapporté? Et en quoi justement tu arrives maintenant à gérer tes périodes de transition, voilà, et surtout comment tu arrives à toi à les concilier à haut niveau, sachant que tu privilégiais quelque part plus le cyclocross que le VTT, mais tu es quand même dans le top 10 français des pilotes français sur la saison. En VTT, tu as gagné la Coupe de France de cyclocross. Donc, comment ce début de carrière s'est géré avec cette multidiscipline, et comment tu arrives maintenant à gérer justement l'ensemble? Alors, enfin, déjà à l'époque, enfin à l'époque, les saisons étaient plus courtes, donc on va dire que l'hiver, j'étais obligé d'avoir quand même une activité. Et au pôle espoir de Guéret, l'entraîneur avait pour habitude de, de faire du cyclocross aux coureurs. Et en fait, moi, j'ai vraiment découvert le cross comme ça. Avant, pour moi, le cyclocross, c'était les cyclocross UFOLEP. L'hiver, quand il y en avait un autour de la maison, j'allais participer à un cross, mais ce que j'aimais, c'était vraiment le VTT. Et j'ai j'ai vraiment découvert le cyclocross grâce au Pôle Espoir et à mon entraîneur de l'époque, Nicolas Ollier. Et donc voilà, j'ai commencé en KD1 vraiment avec un vélo que le pôle me prêtait, bas de gamme, et je me suis vraiment pris au jeu hyper vite. Et donc du coup, j'ai vite performé en cross, et c'est ce qui m'a donné envie d'insister et de continuer sur la saison hivernale. Et donc ouais, mes premières années, c'était vraiment rythmé comme ça parce que le, la période hivernale était vraiment très longue, donc faire du cross pour moi c'était normal, quoi. J'avais le temps de couper entre les deux disciplines, et puis le cheminement était parfait comme ça, quoi. Ouais, alors par exemple, championnat de France, Coupe de France de VTT passé, comment tu gérais à l'époque la transition? Parce que bon, jusqu'à que tu sois junior première année, tu n'étais pas en équipe de France. Le calendrier n'a pas non plus trop évolué depuis, hein. Les Coupes de France de VTT, ça reste à peu près le même nombre. Les Coupes de France de cyclocross, ça reste le même nombre. Alors comment à l'époque, quand tu étais cadet, tu gérais justement la transition entre les deux, entre cyclocross et VTT? Ou Au VTT et final, cyclocross? au final, Au final, ça n'a pas tant changé qu'au jour d'aujourd'hui, hein. Au jour d'aujourd'hui, le cyclocross, c'est vraiment ma discipline objective de l'année. Donc, c'est celle que je prépare le mieux et le plus. Et j'ai pour habitude de couper donc avant ma saison de cyclocross, donc fin août, début septembre, vers cette période-là. Et puis, c'est une coupure de 2 à 3 semaines, on va dire, maximum. Et puis de refaire la même chose à la suite de ma dernière compétition de cyclocross. Pour le coup, les 2 dernières saisons, c'était le championnat du monde. Donc, je recoupais début avril, pareil, 2 à 3 semaines. Et au final, à l'époque, il y a plus de 10 ans de ça, quand j'étais cadet, c'était exactement la même chose. Ça a un petit peu changé après,
quand j'ai eu des objectifs sur route et aussi que je suis passé pro sur route, comment dire, mes saisons étaient plus longues, donc c'était différent. Mais voilà, au final, je fonctionne à peu près de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quoi. Un peu plus de 10 ans. Alors, dernière question sur ce sujet, c'est comment tu intègres le travail de cyclocross, on va dire en préparation du VTT, et vice-versa, comment tu te sers du VTT pour préparer le cyclocross. Enfin, tu vois, c'est un peu le cheminement. J'étais à la Coupe de France à Marseille fin mars l'an dernier. Tu avais été au championnat du monde de cyclocross, et puis finalement, quasiment un mois et demi après, tu étais déjà sur la première Coupe de France de VTT. Donc, en quoi ça te sert de faire les deux, et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bah, pour le coup, l'an dernier, c'était vraiment ma reprise en VTT, hein. Ça faisait 6 ans ou 7 ans que j'avais pas touché un VTT. Et bah, je me suis tout simplement remis au VTT pour essayer de regagner un petit peu en technique parce que avec mon arrêt de la discipline et comment dire, mon arrêt du cyclocross entre guillemets à haut niveau pendant pendant ma période professionnelle, j'ai perdu techniquement. Et donc voilà, mon retour au VTT, c'était vraiment dans l'optique de, de bonifier ma technique pour le cyclocross. Et puis aussi, voilà, de garder un petit peu ça me permettait un petit peu de garder l'effort presque du cyclocross. Le VTT, c'est un petit peu plus long, mais bon, les courses sont de plus en plus courtes. C'est du 1h15 à 1h30 grand maximum. Donc, au final, ça se rapproche de plus en plus du cyclocross. Donc, pour moi, je pense que c'était tout bénef de me remettre au VTT aujourd'hui pour pouvoir préparer au mieux le cyclocross. Après, il faut voir, du coup, par rapport à quelque chose de plus général, voilà, c'est sûr que toi, David, tu fais ça depuis assez longtemps, l'enchaînement. Peut-être que quand tu es parti un peu plus sur route, je me souviens pas si tu es vraiment resté sur le cyclocross ou si tu avais un petit peu débranché. Il me semble un petit peu quand même. Oui, j'ai un petit peu débranché, oui. Voilà. Donc c'est vrai que à partir d'un certain niveau, on voit chez les élites qui courent en international VTT, le fait de devoir aller chercher beaucoup de points UCI un peu partout, de garder de la fraîcheur quand même, et puis de travailler pour leur team VTT, ça implique qu'il y a très peu d'acteurs VTT internationaux qui pratiquent le cyclocross l'hiver. Après, bon, Oui, c'est sûr qu'on a, on va dire, un être d'exception actuellement, voilà, qui fait toutes les disciplines, mais communément, on va dire, ça devient très compliqué. Et nous, on voit par rapport aux juniors, actuellement, c'est sûr qu'il y a quand même des spécificités. Alors, le cyclocross va amener plein de choses au VTT, on est d'accord. Chez les jeunes, ça peut être intéressant de pratiquer sur des périodes un peu voilà, isolées. Et puis, le cyclocross, bien réfléchi entre voilà, les objectifs qu'on va mettre sur le cyclocross, sur le VTT, et puis harmoniser tout ça sur des saisons aussi harmonieuses, avec des objectifs bien fixés. Mais voilà, ça peut évidemment apprendre à travailler en groupe, c'est-à-dire qu'en VTT, on est plus souvent un peu tout seul. Là, voilà, on est plus groupé, donc ça peut être intéressant pour ça. Ça peut être aussi pour travailler dans la boue, la glisse, etc. Et puis garder aussi une activité l'hiver. Il y a des caractères comme ça qui ont besoin de courir un peu plus que d'autres, qui ont besoin de relâcher un petit peu la pression l'hiver. Et donc le VTT, c'est sûr que quand on fait qu'une saison VTT, enfin, axé sur le VTT, on va pouvoir aussi travailler tout ce qui est l'enduro l'hiver, la technique vraiment spécifique au VTT, puis surcharger les batteries également. Donc les deux se valent, il y a des périodes aussi pour le faire selon qui on est, selon ce qu'on a besoin et tout. C'est vrai que sur les dernières générations, on voit nos 3 derniers juniors qui ont été podium au championnat du monde en VTT. Voilà, un Lucas Martin, un Mathis Azzaro ou une Alain Lecomte, c'est des gens qui ne font jamais de cyclocross. Après, si vraiment on va un peu plus loin et on remonte à l'année d'avant, si on remonte à l'année d'avant, ben voilà, on avait un champion du monde qui faisait les deux. Voilà. Donc c'est vrai que ça dépend des gens. Oui, voilà. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que le fait de voir, comme tu disais, la saison n'a pas beaucoup changé entre il y a 10 ans et maintenant au niveau national. Par contre, le fait de devoir aller chercher des points très tôt dans la saison, et c'est ça que je pensais que tu voulais dire au tout début de ton discours, c'est ça qui fait la différence. C'est que du coup, on a quand même besoin un petit peu de marquer des points
tout au long de la saison VTT. Voilà. Bon, très bien. Je pense que sur la question de la double activité, on a plus ou moins répondu. Juste pour information, David, est-ce que tu peux dire combien de jours de course par an tu peux faire, cumuler, sachant que tu fais aussi un petit volume sur route. Et comparativement, est-ce que tu peux parler, je sais pas, de tes pilotes collègues comme Yann Schurman, qui est pilote international belge, qui est membre de ton team. Est-ce que tu as quelques données chiffrées à donner, par exemple, sur un volume de compétition, sur un volume moyen hebdomadaire, pour bien que les gens comprennent ce que tu fais, quel est ton métier, quoi, en fait? Après, moi, j'ai un profil un petit peu, on va dire, entre guillemets, un peu bizarre parce que je pratique les 3 disciplines. Donc, en chiffre exact, ça va être approximatif, hein. Je crois que l'an dernier, j'ai dû avoir 35 ou 40 jours de course sur route, 6 ou 7 courses de VTT et 25 jours de course en cross. Donc voilà, ça doit faire un total de quasiment 55-60 dans ces eaux-là. Après, j'ai eu des saisons où ça a été plus, mais Ça, voilà, c'est quand tu étais chez des pros sur route, mais est-ce que tu sais, Ouais. par exemple, Jens, combien il fait de jours de course par an, lui? Je pense qu'avec les stages race et compagnie, si Jens il est à 25-30 jours, c'est vraiment le grand maximum. On a peut-être Julien Bayon là qui était inscrit pour la. Je sais pas s'il est là du coup. Peut-être qu'il pourrait nous redire, mais je sais pas s'il est là du coup au final à la réunion. Non, peut-être pas. Bon, en général, voilà, hein, les VTT c'est entre 25 et 30. Beaucoup moins, oui. Et 30, hein, voilà. Mm. On préconise un peu pour les jeunes aussi, voilà, d'harmoniser un peu leur saison là-dessus. Et Yen, c'est quand même un VTTiste qui court pas mal parce qu'il fait beaucoup de stage race en Ouais. début de saison, par exemple, encore une fois pour aller chercher les points UCI. Mais je crois qu'un Nino Shorter, c'est moins de 20 jours de course par an, par Là, on exemple. est dans l'inverse, ouais, le Ouais, re-inverse, hors du commun dans l'autre sens. Mais ouais. Mais voilà, pour s'y situer, les internationaux, c'est entre 20 et 30 jours de course, voilà, grosso modo. Toi, David, quand tu étais comparativement, quand tu étais cadet ou junior, est-ce que tu sais à peu près le nombre de jours de course que tu pouvais faire par an? En VTT et cyclocross cumulé au tout début, je pense que je devais tourner aux alentours de 40. Après, une fois que j'ai greffé la route, je suis peut-être monté à 50. Et puis, une fois que je suis passé pro sur route, ma plus grosse saison, ça a été la dernière et j'ai dû faire 75 jours de course, je crois. Et donc voilà, je suis revenu sur des saisons un peu plus cool en termes de compète Et en maintenant. termes, Après, la et en- route, c'est autre chose, hein. et en termes de volume horaire moyen, est-ce que tu peux donner une fourchette? Par exemple, quand tu étais cadet, junior et maintenant? Euh, Cadet junior, je pense que si je tourne aux alentours des 10 heures, c'était pas mal, je pense. Voilà, maintenant ça varie, hein. En cyclocross, je dois être aux alentours en moyenne de 15 heures, peut-être un peu plus. Et puis sur la route, 15-20 heures dans ces eaux-là. Oui, bah, c'est à peu près ce on se fait ressortir avec les collègues, nous, en VTT. C'est-à-dire que pour le volume d'entraînement un peu global, là, il faut réfléchir à peu près sur des semaines moyennes qui font, on va dire, la moitié de votre âge. C'est-à-dire que, comme tu disais, tu avais 18 ans, bah, tu faisais une dizaine d'heures en général. Voilà, hein, 9, voilà, on est un petit peu dans ces eaux-là. Ouais, Et puis sur les grosses semaines, c'est-à-dire les semaines de stage ou des semaines où on veut vraiment faire du volume, on peut monter jusqu'à notre âge. Donc ça, c'est à peu près valable jusqu'à 25 ans, on se disait, parce que jusqu'à un athlète qui avait 25 ans, ben, en gros, on est aux alentours de 15 heures par semaine en moyenne. Quand on prend un Jordan Sarrou, un Maxime Marotte, on est là-dedans. Et puis sur les grosses semaines, ils sont à peu près à 25 heures. Et après, bon, on en reste un petit peu là. Mais voilà, donc c'est un petit moyen mnémotechnique, on va dire, pour se fixer un peu un volume d'heures comme ça, pour travailler sur l'année. Après, il n'y a pas vraiment de vérité, hein, ça varie. Enfin, voilà, les semaines de coupé, on ne fait pas de vélo. Et puis, moi, ça m'est arrivé de faire des semaines de fond ou même des semaines de compète quand j'étais chez les pros. Et je crois que ma plus grosse semaine au jour d'aujourd'hui, ça doit être 29 heures, il me semble. Voilà, mais je parle plutôt sur des semaines, voilà, déjà du VTT, parce que le VTT, ça roule quand même un petit peu moins en volume quand même qu'en route.
Oui, bien sûr. Sur route, voilà. Et puis voilà, c'est un moyen, comme tu dis, il y a des semaines où on n'en fait pas du tout, il y a des semaines, mais on est là-dedans, dans cette fourchette-là. Pour pas faire d'erreur déjà. C'est ça. On va peut-être passer à la question suivante. Ouais, question suivante. Donc, c'était par rapport à la période actuelle du confinement, sachant que beaucoup de pilotes se questionnent. Savoir comment tu avais modifié tes plans d'entraînement, de toute manière, la façon et puis ce que tu mets dans tes entraînements et sur quelle filière on va dire, tu avais essayé d'orienter ta préparation, quoi, de manière générale. Moi, déjà, à la base, au début du confinement, j'étais, on va dire, dans une phase un petit peu de reprise. Enfin, c'était plus du fond parce que je reprenais le vélo à la suite de ma coupure après ma saison de cross. Donc, c'était plus du travail foncier. Donc, au tout début, je suis plus resté là-dessus en faisant quand même pas mal d'home trainers. Et puis des exercices de pédalage, du sprint, mais j'avais pas encore commencé à faire du seuil ou de la PMA afin de préparer un objectif ou quoi. Donc voilà, mon premier bloc, ça a été quasiment normal. Et puis une fois qu'on a vu que le confinement allait se poursuivre, ouais, j'ai complètement changé entre guillemets, hein. J'ai changé pas mal de choses. Je suis beaucoup plus passé sur de la PPG, donc muscu, gainage, proprio, pliométrie. Je me suis remis beaucoup à la course à pied. Donc voilà, moins de vélo et plus de PPG, quoi. Ouais, ben c'est sûr qu'au tout début, on était. Alors, toi, la plupart ont continué, comme tu dis, leur cycle, comme si ça ne changeait rien. Puis, on Ouais, est voilà, c'était essentiellement ça. adapté. Ou alors, d'autres ont de suite fait une coupure. Voilà, il y a eu pas mal de cas différents. C'est vrai que sur le début, Moi, en tout cas les 2-3 premières semaines, je pense que tout le monde était un peu sur une période de découverte ou redécouverte des activités qui nous étaient permises. Et puis, il y avait le côté un petit peu, bon, ben, ça changeait du quotidien, quoi. Voilà. Donc c'était psychologiquement moins difficile, je pense. Maintenant, voilà qu'on est passé dans une deuxième phase, comme tu dis, on va développer quand même des qualités, sinon on va perdre. Donc avec tout ce qui est possible de faire actuellement, hein, je pense home trainer, connecté peut-être pour toi, David. ouais, je m'y suis mis aussi, ouais. Connecté ou non, mais voilà, il y a moyen de faire des choses sur son home trainer, il y a moyen de faire des choses sur son kilomètre et puis son heure en footing. On avait Stéphane Tampi l'autre jour qui nous disait que lui, il faisait toutes ses intensités dans une côte en footing juste derrière chez lui. Et après, il faisait uniquement ses récupérations sur home trainer. Donc, et après, on a plein d'athlètes comme ça qui travaillent différemment. Mais en tout cas, l'objectif, c'est quand même de développer des qualités. Alors, toi, c'était reparti sur un peu les qualités de force, de gainage, etc. Ou en tout cas, ou améliorer éventuellement des lacunes actuellement, parce que c'est aussi des fois le cas, un peu comme si on était un petit peu en hiver, retravailler ces lacunes avec tout ce qu'on peut faire actuellement. Après, j'ai quand même rapidement ressenti le besoin comment dire, de réveiller un peu mon corps parce que j'avais l'impression que tout simplement que je m'endormais, quoi. Donc Ouais. j'ai ressenti le besoin de faire un peu d'intensité. Donc j'en ai fait, quoi. Ouais, mais je pense que voilà, oui, tout le monde doit travailler un petit truc à un moment donné, sinon, comme tu dis, soit ça va s'endormir, soit ça va vivoter. En faisant attention, bien évidemment, de ne pas en faire trop, parce qu'on a vu quand même des choses un peu aberrantes avec les home trainers ou des marathons autour de la maison. Voilà, il faut quand même pas non plus être plus mal quand on va sortir du confinement que si on avait fait, on s'était reposé, quoi. Mais ouais, sinon, je me suis vraiment beaucoup mis à tout ce qui est muscu. J'ai commencé la pliométrie cet hiver. Ça m'a vraiment fait du bien parce que après ma première séance, enfin 2 semaines après, j'ai gagné la Coupe de France là. J'ai vraiment ressenti des bénéfices assez rapidement cet hiver et donc du coup j'en ai de suite remis. J'ai profité du confinement pour en refaire rapido, quoi. Donc voilà. Sachant que la pliométrie, par rapport à ça, notamment toute ta démarche d'entraînement, est-ce que tu peux dire un peu aux gens comment tu t'entraînes avec est-ce que tu as
une démarche de planification qui est hebdomadaire, qui est mensuelle? Est-ce que tu as un préparateur physique? Comment tu t'organises un petit peu? Comment tu as organisé, on va dire, ta structure d'entraînement? Alors moi déjà, j'ai terminé ma saison de cyclocross avec des lacunes musculaires, on va dire. J'avais des douleurs et donc je me suis dirigé vers un kiné qui m'a tout simplement enfin, donné un planning pour faire un rééquilibrage musculaire, pardon. Donc du coup, ben, dès le début, j'avais comme un petit planning à suivre là-dessus, donc ce qui m'a pas mal aidé. Et puis ouais, après, j'ai instauré la plio ben, une fois par semaine. Je pense que, enfin, pour moi, pour le moment, c'est un peu dur d'en mettre plus parce qu'en plus de la plio, je faisais de la course à pied, donc j'étais pas mal courbaturé sur le début du confinement. Là, ça va mieux. Je continue toujours à faire ma séance de pliométrie et à continuer la course à pied toutes les semaines et je m'y adapte. Est-ce que tu as un préparateur physique ou c'est toi qui te fais tes séances? Ne- Non, j'ai pas vraiment de préparateur physique. J'ai consulté des préparateurs physiques, donc maintenant j'ai quand même pas mal d'exercices. Je sais ce que j'ai besoin de travailler ou pas. En plus de mon rééquilibrage musculaire là, qui me prend pas mal de temps. Donc non, j'ai de quoi faire. Est-ce que comparativement, est-ce que tu peux parler, donc là il y a ton cas, mais est-ce que tu peux donner, je sais pas, moi, l'exemple de. Est-ce que tu sais si par exemple Maxime Leray ou Jens Schurman s'entraînent de la même manière, ou est-ce que vous échangez un petit peu là-dessus, ou sachant que Jens c'est un peu différent vu qu'il est en Belgique et qu'il peut aller rouler dehors, mais Ouais, voilà. est-ce que tu sais s'ils orientent un peu leur entraînement de la même manière? Ou qu'une Lucie par exemple qui devait être avec nous, est-ce que tu sais comment à peu près ça fonctionne? Bah, du coup, comme tu l'as dit, Jens, lui, il a la chance de pouvoir encore rouler en Belgique. Mais bon, il a toujours une petite douleur au genou, donc c'est encore un peu compliqué pour lui. Mais ouais, j'ai pas mal échangé avec Maxime. Et Maxime est dans la même démarche que moi, sauf que lui, il continue vraiment à s'infliger des grosses séances de PMA, de lactique avec des intensités, comme si, euh, comme s'il aurait des objectifs vraiment proches à préparer. Ouais, comme si c'était la. Après, voilà, là-dessus, hein, c'est vrai que nous, on est avec nos, entre guillemets, champions élites, voilà, et chacun fait travail un peu différemment, il n'y a pas forcément de grandes lignes comme ça, mais voilà, tout le monde travaille quand même. Alors, il y en a qui travaillent un peu plus sur le long terme, d'autres, comme tu dis, qui sont un peu plus, ils ont besoin d'être stimulés, donc ils se stimulent aussi très, très fort. Donc, il n'y a pas forcément, François, voilà, de lien entre tout le monde, et chacun fait un petit peu à sa sauce. Et puis aussi, c'est sûr que comme on ne sait pas non plus quand ça va reprendre, si ça reprend, il y a aussi ce flou. Mais par contre, là-dessus, tous, je ne sais pas si c'est ton cas, David, tous se ont donné quand même un point, comme s'il y avait là-bas une compétition. Alors la plupart, c'était voilà, soit début août, là, ils veulent être prêts début août, la plupart, donc ils se sont mis cet objectif-là. De toute façon, on a tous besoin d'espérer, hein. Ouais, ouais, donc d'avoir un objectif comme ça et de se Voilà. motiver, même si ça va pas être là, même si c'est pas là. Voilà, se créer voilà, un objectif, parce que sinon, comme tu dis, on est perdu un peu au milieu de l'océan pour ceux qui sont uniquement compétiteurs. David, je vois une question qui est posée Ouais. pour toi. David, sur ton parcours en club, qu'est-ce qui a pu t'aider pour mieux te préparer? Ce qui ne t'a pas aidé? Euh, c'est compliqué. Moi, je pense avoir vraiment été privilégié sur Guéret parce qu'encore une fois, tôt, j'ai eu une section sportive dans mon collège. J'ai débuté avec l'UNSS. Il y avait déjà un team dans mon club, donc il y avait déjà de la bonne formation, une bonne école de vélo. Après le pôle espoir, ouais, il y avait tout ce qu'il fallait autour de moi pour bien me guider. Donc je vois pas vraiment de points négatifs à ressortir de tout ça. Après, non, je pense que tout ça m'a bien aidé, bien au contraire, quoi. Ouais, il faut reconnaître que sur le coin de Guéret et de la Creuse, il y avait de quoi travailler. Hein. C'est Verny du coup, mais c'est
Il y a aussi un comité qui se donne les moyens. Ouais, Voilà. complètement. C'est aussi comme ça qu'on sort des champions. J'ai eu la chance de trouver le Limousin pour le cyclocross au tout début, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait une question qui allait un petit peu dans la suite de juste avant, là. François, je l'ai posté si tu veux là. Oui, ben, alors tu parles beaucoup justement de l'entraînement, donc c'est une partie de la préparation. Après, voilà, on sait que certains coureurs sur l'alimentation peuvent justement avoir des petits craquages ou pas, de manière habituelle. Et le vélo aussi leur sert justement pour pouvoir se lâcher là-dessus. Mais là, pour le coup, vu que l'activité est moins importante, comment toi, tu as pu adapter ton alimentation pendant cette période de confinement? Et est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse d'habitude, quoi, de manière plus générale sur ta préparation? Ouais, bien sûr. Moi déjà, j'ai travaillé avec un micronutritionniste par le passé parce que j'avais quelques carences alimentaires, on va dire. Je tombais assez souvent malade. Mais ouais, j'ai bien adapté mon alimentation parce que déjà sur le début, je sortais d'une semaine, la semaine avant le confinement, j'ai fait, je crois, 22 ou 23 heures de vélo la semaine parce que c'était ma semaine de foncier. Et en fait, au début du confinement, j'avais faim, quoi. Je mangeais comme si je continuais à avoir une activité, enfin une grosse activité vélo. Et puis au final, la faim est passée un peu au fur et à mesure. Étant donné que je me dépensais moins, j'avais besoin de moins d'apport, tout simplement. Et donc, du coup, la faim était moins grosse. Et non, après, adapter, je pense avoir diminué un petit peu mes glucides aujourd'hui. Et peut-être je mange plus de protéines, de légumes, de fruits, et j'ai un peu plus diminué les glucides. Parce que tu as réduit, la plupart des athlètes là, nous disent qu'ils ont à peu près réduit de un tiers leur entraînement, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 15 à 10 heures. Est-ce que c'est ton cas? Euh, j'arrive j'arrive à faire un petit peu plus. Je pense que je suis aux alentours des 12-13 heures, moi. Mmh. Il faut Après, savoir que David a un grand parc chez lui, donc il a la possibilité de pouvoir non, mais c'est vrai que s'amuser. du coup, j'ai fait beaucoup de courses à pied, par exemple. Moi, j'ai toujours mes vélos de cyclocross et oui, j'ai un grand parc. Donc, j'arrive à me faire des séances dans le jardin. Euh, et puis, ouais, entre la plio, la muscu, le gainage, je me suis abonné à la fameuse application Zwift. Donc, du coup, ça va, j'arrive à faire quand même des semaines à peu près correctes, je pense. Et je suis privilégié par le cadre à la campagne. J'arrive à faire mes petits footings assez tranquillement à côté de la maison. Ok. Alors, juste David, pour finir sur le sujet de l'alimentation, est-ce que tu as par exemple, tu prends des produits énergétiques quand tu t'entraînes, notamment sur Home Trainer, juste pour, voilà, il y a certains cadets ou juniors qui sont là, qui font souvent du Home Trainer, ou même qui partent des fois rouler, ils se mettent que de l'eau dans leur bidon. Est-ce que tu peux faire une petite piqûre de rappel à ce niveau-là? Parce que c'est important, je pense que certains entendent comment tu Et ben, t'organises. je crois que c'est encore plus important au jour d'aujourd'hui de mettre de la boisson énergétique dans son bidon que d'habitude, quoi, parce qu'à l'intérieur, on sue beaucoup et on perd beaucoup de minéraux et de flotte sur l'entraîneur. Donc, je pense que c'est encore plus important que, que d'habitude de mettre du produit dans ses bidons. Moi, je ne le faisais pas par le passé et justement, je pense que j'avais des petites carences qui étaient peut-être un peu dues à ça. Et j'ai pour habitude de toujours mettre du produit énergétique dans mon bidon. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui est rappelé tout le temps aux athlètes d'équipe de France, hein. On bosse avec le partenaire, bien sûr, Oversteams, mais voilà, dans tous les cas, trouver sa boisson énergétique, ça permet d'être plus efficace à l'entraînement et plus efficace à la récupération derrière. Donc, on est Complètement. tout bénef, quoi. Et puis, moins de carences, comme tu l'as dit. Alors, ouais, avant d'attaquer, peut-être, vu qu'on était sur la récupération, peut-être enchaîner directement sur la récupération, puis on passera à la question suivante. Ouais. Donc parce qu'on parle encore une fois beaucoup d'entraînement, de préparation, ainsi de suite. Et finalement, on parle très peu de récupération et puis de routine de récupération.
Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quelles sont tes routines de récupération en temps normal, que ce soit pendant la saison de VTT ou on imagine après la Coupe de France des VTT de Marseille ou après une Coupe du Monde de cyclocross, après une course par étapes sur route? Comment tu gères, même après tes séances, comment tu gères, toi, comment tu intègres la récupération dans ta semaine et comment tu l'intègres dans ta saison? Déjà, je pense à la base être un bon jobber sur la récupération, comme on dit. Je suis pas mal équipé et ouais, je fais vraiment attention à la récup parce que je pense que avant l'entraînement, ce qui est le plus important, ce qui est encore plus important, c'est la récupération parce que sans récup, on peut pas continuer à faire de bonnes charges de travail et à bien travailler à l'entraînement. Donc, c'est hyper important. Mais sinon, ouais, bah déjà, ça commence sur le vélo, hein, la récupération, ça commence par bien manger sur le vélo, bien s'hydrater, mettre du produit dans le bidon, comme on a dit. Oui, à prendre comment, des boissons énergétiques de récupération. Moi, je fais pas mal de tout ce qui est de complexe. J'ai des bottes de massage. Quoi dire de plus? Je m'étire beaucoup. Quand tu dis Euh, que tu t'étires, par exemple, tu t'étires combien de fois par semaine, juste comme ça? je pense que je m'étire 5-6 fois par semaine. D'accord. C'est des séances qui peuvent aller de 10 à 15 minutes. Voilà, c'est le soir devant la télé. J'ai toujours eu cette habitude de m'étirer, hein. Et est-ce que tu vas, juste pour finir sur la récup, est-ce que tu vas voir un kiné? Est-ce que tu... Alors, par le passé, ouais, j'allais voir régulièrement un kiné. Toutes les semaines, j'allais voir ma kiné qui me faisait des massages de récupération. Aujourd'hui, c'est un peu moins fréquent, mais voilà, sur des périodes d'objectifs où, quand je cible vraiment, j'ai mon masseur qui me masse. Voilà. Quand j'étais professionnel, les habitudes, c'était de me faire masser le lundi après la course, parce que une fois que je me rendais sur la course le week-end, on était massé en veille de course, donc je n'avais pas besoin de me refaire masser dans la semaine. Mais là, maintenant, je me fais masser à J-2 de la course importante, juste avant de partir sur l'événement, en fait. Très bien. Alors, Voilà. Mais oui, pour à ça, je pense que c'est aussi le moment de se concentrer sur tout ce qui est récup. Moi, je vois, je me suis mis pas mal au rouleau de massage, là, le foam roller. Je trouve ça pas mal. Et puis, ouais, je pense que faut pas laisser tout ça de côté, même si on n'a pas de compète. Je pense qu'il faut continuer à, à faire toutes ces activités de récup, on va dire. très bien. Alors, on va changer de sujet, même si on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu es passé par un pôle? Je crois que oui. Et qu'est-ce qui t'a apporté de manière, on va dire, vraiment concrète sur la suite de ta carrière? Et voilà, si tu pouvais un peu nous expliquer, bon, même si tu n'as pas fait forcément un cursus scolaire hyper long, mais comment voilà, tu as pu concilier un peu tout ça et nous expliquer la chose. Moi, je suis rentré déjà au pôle un peu précocement. Enfin, j'ai eu une année un petit peu d'adaptation parce que le mercredi, j'allais faire les séances en KD1 avec le pôle espoir de Guéret. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Mais non, après, le pôle, c'est là où j'ai vraiment tout appris, hein, c'est là où vraiment la compète a vraiment commencé pour moi et j'ai tout appris via le pôle de Guéret, moi. Que ce soit l'entraînement, non mais c'est vrai, la récup, tout, hein. Je suis arrivé au pôle, j'étais complètement novice sur tout ça et j'en suis ressorti bonifié. Bah, faut reconnaître que c'est pas la solution, c'est pas la seule solution pour arriver au niveau, Non. mais les structures de haut niveau comme ça en font partie. Il faut reconnaître que Après, je suis resté 7 ans au pôle espoir de Guéret, donc oui, bah, tu as fait tout le cursus, on va dire, possible sur un pôle.
Ouais, c'est ça. Donc de KD2 ou Junior 1 jusqu'à fin des KD1 espoirs. jusqu'à Espoir 2 ou Espoir 3. Ouais. Voilà, donc en tout cas, c'est sûr que ces structures-là, et bon, vous avez la chance quand même sur Guéret d'avoir un pôle, on va dire un peu Ah, mais moi, multidiscipline avec du VTT, du cyclocross, de la route qui tient un pôle qui tient la route, c'est le cas de le dire. Et donc du coup, il y a cette structure-là. Après, pour ceux maintenant avec les grandes régions, c'est vrai qu'on se retrouve avec des jeunes qui peuvent être loin aussi de ce pôle-là. Et donc, c'est pas uniquement la seule façon d'arriver à haut niveau. On peut aussi s'organiser autrement. Il faut être capable aussi, quand on est en pôle, de s'inclure dans un groupe, de fonctionner en groupe. C'est pas donné à tout le monde. Et puis voilà. Donc après aussi, voilà, n'hésitez pas pour ceux que vous, donc déjà, n'hésitez pas à vous rapprocher évidemment de ceux qui gèrent ce pôle quand vous êtes intéressé pour y aller. Il y a également le pôle France de VTT à Besançon avec Philippe Chanteau. Et puis quand vous êtes un peu, voilà, un peu, on essaie, voilà, éventuellement essayer de voir avec votre CTS pour profiter avec, selon votre niveau d'aménagement possible, ou en tout cas d'un accès au pôle dématérialisé, on va dire, parce que c'est possible éventuellement selon le niveau. Quoi. Je sais pas comment ça marche, François, trop là-bas, mais ouais, c'est à peu près ça tout le temps. Oui, je pense que là-dessus, de toute façon, on est d'accord sur l'apport que peut apporter un pôle. Après, pour avoir la discussion, certaines fois, avec des pilotes qui habitent loin de chez eux ou quoi, c'est un choix aussi de vie et qui doit être bien mûri pour justement y aller avec l'envie et parce que c'est aussi une vie différente quand on est adolescent de pouvoir être hors du tissu familial. David, ce qu'il ne dit pas, c'est que David, il vivait à 2 km du pôle de Guéret, donc forcément, c'était un gros avantage pour lui aussi, mine de rien. Ouais, mais grâce au pôle, j'ai quand même réussi. Oui, non, mais voilà, mais Ouais. c'est surtout que selon les parcours et puis les milieux, voilà, des caractères, le pôle peut apporter, comme aussi il peut conduire parfois aussi à un arrêt parce qu'on arrive à ne plus prendre plaisir. Donc c'est vrai que c'est les deux sont, on va dire, sont entendables, quoi. Voilà, ouais. Alors pour passer sur la suite des pôles et voir autre chose, donc il y a eu pas mal de questions des entraîneurs. C'est plus une question pour toi, Mathieu. C'est comment on peut adapter un programme d'entraînement pour nos pilotes, sachant qu'on n'a aucune visibilité sur le calendrier, sachant que là, on ne sait toujours pas quand est-ce que les compétitions vont pouvoir reprendre. On n'a aucune information sur le calendrier fédéral. Donc, toi, comment, et avec tes collègues internationaux, comment vous voyez la chose? Bah, c'est sûr qu'actuellement, ouais, comme on navigue un petit peu à vue, hein, c'est-à-dire qu'on a au fur et à mesure des courses qui ont plutôt tendance à s'annuler qu'à se remettre au calendrier. Là, actuellement, on a des organisateurs de Coupe de France qui ont dit clairement que voilà, c'était annulé. Voilà, ils feraient un événement, mais en 2021. Je pense à Lons-le-Saunier, je pense à Ussel, bah, chez vous. Et on a des organisateurs comme Levins ou Marseille qui, eux, sont plutôt dans la tendance de dire on va essayer de reporter tant que ça sera possible. Donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir avoir quand même un calendrier national comme ça, qui pourrait reprendre, on espère, à l'Alpe d'Huez, plus voilà, les 2 manches là, du Sud en fin de saison. Ça serait déjà très bien si on en avait ça. Au niveau international, pareil, on espère un championnat du monde quand même. C'est pas gagné. Et puis le championnat d'Europe, c'est quasiment sûr qu'il n'aura pas lieu. Là, l'organisateur est en train, qui avait reporté au début, est en train de jeter l'éponge donc en Autriche. Donc voilà, on espère quand même une fin de saison. En tout cas, les athlètes comme ça, ils naviguent à vue. L'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de se fixer un petit objectif de reprise. Voilà, même si ça sera peut-être pas là, mais on se fixe un objectif de reprise et on se prépare pour ça. Donc voilà, si c'est début août, ben on se dit, bah là, on a 3 mois et demi là pour être prêt et on repart comme si on déroulait, comme si on était peut-être un petit peu à la sortie d'hiver, quoi. Dans tous les cas, voilà, on espère quand même que la sortie du confinement va se faire comme prévu dans 3 semaines et qu'on pourra reprendre l'activité, même si c'est de manière individuelle. De toute façon, pour nous en VTT, c'est pas très gênant. De manière individuelle, la vraie activité vélo. Et dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, voilà, l'objectif c'est de progresser quand même. Donc construire des qualités qui seront essentielles à la performance des pilotes, selon leur catégorie. Hein, il y a quand même des étapes à franchir, qu'on soit minime, qu'on soit cadet, enfin Benjamin, minime, cadet, junior, etc. Pour pouvoir se construire quand même si on ne peut pas forcément faire autant de courses qu'on voudrait ou autant aller dehors qu'on voudrait. Et puis aussi conserver certaines qualités qu'on avait acquis, ne pas les perdre. Donc pour ça, on a quand même, on espère que la plupart ont un jardin pour pouvoir avoir dans
15 mètres carrés pour pouvoir faire un peu de trial, des gammes de techniques, etc. Et puis tout ce qu'on peut faire autour. Attention quand même, voilà, comme je disais, par rapport à l'adaptation du programme d'entraînement, je vous disais, hein, la plupart, alors bon, même David, voilà, tu disais que tu en faisais encore 12-13 heures, mais bon, tu as quand même un peu réduit. Voilà, la plupart ont un peu réduit parce que sur Home Trainer, c'est logique, on ne peut pas faire autant que dehors. Hein. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de temps mort, il y a la sudation, il y a etc. C'est pas la même chose quand même de regarder, même quand on a un home trainer connecté et une plateforme, c'est pas la même chose que quand on est au grand air. Donc attention quand même à la surfatigue, parce que si on maintient quand même la même activité en volume ou en intensité que ce qu'on aurait fait normalement, et en plus du stress du confinement qu'on peut pas nier, on risque de manquer de fraîcheur à la reprise. Voilà. Et après, ce que certains ont fait, c'était, alors je sais pas si c'est ton cas, David, mais certains là en athlète se sont fixés des objectifs, des défis perso, voilà, des choses qu'ils n'auraient jamais fait si s'ils n'avaient pas eu ce temps-là, mais il y a quand même un peu plus de temps. Donc voilà, on a Julie et Jordan qui se sont mis comme défi d'apprendre à jongler. On avait aussi Jordan qui avait, je sais pas si vous avez vu, qui faisait le tour sur une table. Voilà, des petits défis comme ça, mais qui permettent aussi voilà, ça permet d'acquérir d'autres qualités et qui pourront être éventuellement ressortir sur le vélo, mais en tout cas des choses qu'ils auraient peut-être pas fait. Je sais pas toi, David, si tu as eu Ouais, réflexe. si. Bah, déjà, moi, je faisais du Swiss ball, mais j'étais pas très bon en équilibre et compagnie. Donc, ouais, là-dessus, bah, en fait, à chaque échauffement quasi de mes séances de muscu, je monte sur le Swiss ball et bon, c'est pas vraiment des objectifs, mais à chaque fois, je vois que je progresse un peu Ouais. et donc, je durcis à chaque fois un peu plus mes exercices, on va dire. Voilà, des défis perso. Mm, mm, mm. Alors, pour continuer sur l'entraînement, on avait une question qui était par rapport à comment tu intègres. Alors, tu es plus ou moins répondu, mais est-ce que si tu pouvais juste revenir vite fait sur comment tu intègres le volume sur route dans ta préparation VTT et notamment comment tu travailles le foncier. Parce que là, voilà, ça va être aussi une des qualités qui va manquer à pas mal tous les compétiteurs et à tous les pratiquants, c'est que beaucoup ont travaillé à haute intensité, mais très peu en foncier. Donc, comment tu t'organises, toi, par exemple, quand tu es en pleine saison, bon, imaginons tu prépares la Coupe de France de Marseille, même si tu es en période de reprise, comment toi tu t'organises une semaine type, par exemple, ou avec une séance de... Une semaine type avant Marseille, par exemple? Ouais, une semaine type ou en préparation et comment tu intègres le volume, le travail en foncier, quoi. Bah déjà, une semaine type, ça va être. Mes semaines type, elles ont changé au fur et à mesure de ma carrière, entre guillemets, hein. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va être le lundi, une petite récup, 1 heure et demie sur route, basique. Le mardi, ça va peut-être être le matin consacré à une séance de muscu, plio, voilà, en intérieur. Mardi après-midi, ça va être du transfert, peut-être, imaginons, en VTT, avec 1 heure et demie, des travails de sprint ou de force. Le mercredi, ça sera plus ma séance foncière. Donc là, c'est dans 98% des cas, c'est sur route. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est sur mes sorties foncières, de terminer souvent par du derrière scooter. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Voilà, moi souvent, ça fait ouais, pratiquement 2 ans que j'ai l'habitude de faire ma journée de repos le jeudi. Et puis le vendredi, ça va être ma journée déblocage, intensité. Pour le coup, si c'est pour Marseille, ça sera en VTT. Et puis peut-être en rallongeant derrière sur route, une petite récup d'1 heure, 1 heure et demie tranquille. Et puis le samedi, juste une reco, une sortie cool, simplement avec des petits sprints pour réveiller le corps, quoi. Et puis le dimanche, la compétition. Voilà, pour une semaine type. Enfin, j'ai fait un mix, on va dire, entre le cyclocross et le VTT, là, pour le coup. Ouais, non, Mais c'est bon, voilà, ouais. ça serait, dans l'idée, c'est ça. Toi, Mathieu, là-dessus, par rapport aux autres pilotes, La semaine type, ouais, forcément, ça va changer, c'est sûr. Par contre, ce qu'on voit quand même régulièrement, et notamment chez les juniors là, en équipe de France, c'est que, et puis même chez les élites, ça se vérifie, c'est que globalement sur l'année, on a un volume en VTT qui est quand même
plus grand que celui sur la route, aux alentours de 60%, 40%. Tous les athlètes chez les jeunes qui sont dans un équilibre qui passe côté route, et ben, sont moins performants que ceux qui pratiquent plus le VTT. C'est vrai que désormais, c'est très spécifique. Comme disait David, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de jus, de fraîcheur. Et en plus, la technique, la spécificité fait que ouais, actuellement, la majorité de l'entraînement se passe sur le VTT. Donc nous, ce qu'on peut préconiser, en tout cas, c'est de dire que jusqu'en minime, voire cadet, on peut déjà faire tout quasiment sur un VTT. Pourquoi, quand on veut faire du VTT, éventuellement partir sur route, c'est pas forcément obligatoire. Un Lucas Martin, par exemple, n'avait quasiment jamais fait de route, même l'an dernier encore, il en faisait très peu, quoi. Donc on avait aussi, si on remonte à plus longtemps, voilà, Maxime Marotte ou Stéphane Tempier, en 2004, ils font le podium des championnats du monde en J2, ils n'avaient jamais touché un vélo de route. Donc voilà, il y a quand même cette spécificité-là qui peut s'acquérir uniquement en VTT. Si on travaille bien, on peut aussi faire des sorties de volume en VTT sans problème, quoi. Par contre, après, voilà, effectivement, on va faire rentrer une part de route. Et cette part de route, il ne faut pas qu'elle vienne au détriment de l'activité VTT et pas tous dire on va tout remiser sur le moteur, hein. On pourra toujours greffer un moteur sur un athlète qui est technique, mais l'inverse, c'est très compliqué. Voilà, sans maîtrise, la puissance n'est rien, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ça se vérifie régulièrement. Voilà, après, c'est vrai que c'est dur à trouver le bon mixage, on va dire. Moi, j'ai souvenir de mes premières années, de mes années juniors, où je commençais à basculer un petit peu sur route et j'ai eu du mal à trouver en fait le juste milieu pour pouvoir continuer à performer en VTT. Et ouais, mes années juniors en VTT n'ont pas été très très bonnes. J'ai commencé à performer sur route et puis c'est comme ça que j'ai basculé sur route et que j'ai laissé un petit peu le VTT de côté. Oui, C'est vrai que tu t'es orienté route, on va dire, finalement naturellement et de par peut-être ouais, ton entraînement aussi, mais voilà, les athlètes qui se destinent, on va dire, au VTT, et ben, du coup, ils sont quand même plutôt axés actuellement hein, sur le VTT. Mais on a plein d'athlètes comme ça, comme toi, hein, qui ont ce profil-là et puis qui sont. Bah, le cyclocross, c'est évidemment la discipline parfaite parce qu'elle est entre les deux disciplines. c'est ça. On a la technique du VTT où on peut passer partout en cyclocross et on a le physique du routier qui permet d'avoir un moteur sur le cyclocross. Donc, ça va tout seul. Mais par contre, c'est vrai que du coup, on peut se diriger aussi avec ces profils-là plutôt sur des carrières de route comme toi, mais comme d'autres l'ont fait, quoi. Oui, alors justement, on parlait de cette partie d'entraînement. Alors, j'avais une question par rapport à la notion de plaisir, parce que justement, certains s'interrogent là-dessus, sachant que la notion de plaisir, pour toi, a été à différentes étapes dans ta carrière, entre la fois où tu découvres la compétition, l'équipe de France, puis les premiers résultats, les désillusions aussi, où justement, chez les pros, peut-être que la notion de plaisir était moins présente, vu que c'était aussi ton métier, et il y avait beaucoup de contraintes également. Et donc, pour toi, est-ce que la pratique du vélo s'organise uniquement dans le plaisir, dans la compétition et si oui, est-ce qu'il t'arrive, toi, par exemple, de prendre du plaisir à faire des randonnées ou, voilà, ou dans ton entraînement qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, en fait, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais avec le confinement, ce qui me manque le plus, c'est pas la compète. Enfin, la compétition me manque, mais ce qui me manque le plus, c'est de prendre mon vélo de route et d'aller faire 5 heures dans les coins de Vassivière où c'est paumé en pleine nature. Enfin, après, moi, j'aime beaucoup la nature et être au calme, être au vert comme ça, dans la verte. Et ouais, ça me manque vraiment beaucoup. Et donc, du coup, j'ai vraiment hâte du 11 mai pour faire ça, pour faire ma sortie solo et, et aller en pleine nature, quoi. Justement, peut-être que dans l'après-confinement, comme tout le monde, tu l'as dit, François, aura fait sûrement un peu plus d'intensité que de volume. En tout cas, il manque un peu. Ça peut être intéressant de repenser un peu ces modèles et des fois de prendre son vélo et de se dire on va faire un petit raid là sur 2-3 jours pour ceux qui peuvent ou quoi, un peu plus pour ceux qui peuvent plus, mais en vacances, peut-être pendant les grandes vacances, ça se trouve même ça va peut-être repousser. Ça sera sûrement le moment de le faire, quoi, parce que on aura des compétitions à long terme dans la période un petit peu de l'été finalement.
Donc, pour Ouais, mettre du volume, ça serait intéressant. Je pense qu'on va tous avoir le temps de refaire une bonne base foncière. Enfin, moi, pour le coup, je ne pouvais pas couper, par exemple, au début du confinement parce que j'étais vraiment en reprise. Mais là, j'envisage vraiment, par exemple, enfin, j'ai pas encore vraiment réfléchi, mais je pense que la semaine prochaine, je vais peut-être me faire une semaine un peu plus récup pour pouvoir reprendre un peu l'activité la dernière semaine du confinement et repartir vraiment sur une base plus foncière à la reprise enfin, après le 11 mai, quoi. Et vraiment me faire plaisir à pouvoir profiter de la nature et des routes et profiter, entre guillemets, de la liberté, du coup. Comme tout le monde, ouais. Très bien. Alors, encore peut-être deux questions, peut-être, Mathieu? Ouais. Bon, on n'est pas à la minute, mais je pense que certains Non. après ont des Oui, obligations. voilà. Donc après, chacun part quand il a envie, c'est pas le problème. Mais bon, c'est Ouais. pour pas non plus que ça devienne peut-être fatigant pour certains. Moi, j'avais une question peut-être pour toi, Mathieu, sur la manière dont les sélections peuvent s'organiser, parce que certains aussi peut-être se posent des questions. Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite sur uniquement les résultats, sur le potentiel? Est-ce que par exemple les journées de détection régionales qui sont organisées parfois par les comités départementaux peuvent servir aussi? Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit recul là-dessus? Ouais. Bah déjà, c'est sûr que voilà, il faut se mettre dans le contexte. On est sur des sélections avec des critères de sélection qu'on fait évidemment tous les hivers. Là, on va être obligé de changer ces règles, en tout cas d'en remettre, on va dire. On se basera toujours sur des compétitions, évidemment. Mais il faut plus se baser, on va dire, sur les critères de sélection qui avaient été faits en tout début de saison. Alors même si Bagnoles a eu lieu et qu'on l'oublie pas, mais voilà, en espérant qu'il puisse y avoir un championnat du monde, voilà, il faudra remettre à nouveau des nouveaux critères de sélection. En tout cas, nous, ces critères de sélection, on les garde évidemment sur ces résultats. Il y a des résultats de compétition internationale. Parce qu'on ne veut pas que ça soit la guerre, la guéguerre entre guillemets entre Français dans les courses sur les Coupes de France. C'est pas ça le but. Il y a déjà le fait qu'ils soient adversaires, mais on ne veut pas créer des rivalités sur ces Coupes de France. Donc voilà, c'est sur ces compétitions internationales. L'objectif, c'est de pousser tout le monde vers le haut aussi. Et puis d'avoir des critères objectifs avec des places. Voilà. Donc on essaie à chaque fois d'avoir 2 chances de faire quand même. Enfin, plusieurs chances pour réaliser ces critères. C'est à la fois pour l'objectivité, pardon, et puis pour finalement le fait d'être dans un couloir de performance. On voit David, il n'est pas sorti de nulle part. Il a été là depuis, il nous a dit KD1, il avait déjà fait quelques petits résultats, KD2, et puis voilà. Et en fait, c'est vrai que ce couloir de performance, il se vérifie assez régulièrement en VTT parce que les jeunes peuvent s'exprimer. Une fois qu'ils ont remonté une fois sur une manche ou deux les lignes qu'ils avaient à remonter, après ils peuvent s'exprimer très, très vite et on les voit devant. Alors, par contre, par rapport aux évaluations régionales, voilà, les tests de détection, mais qu'on appelle plutôt des tests d'évaluation, nous, parce que voilà, c'est sur des athlètes qui sont déjà en club, elles serviront à moyen terme, parce que voilà, dans l'idée, on va avoir des champions qui vont sortir dans les prochaines générations et on saura d'où ils venaient, quel niveau ils avaient en technique, quel niveau ils avaient en physique. Et nous, c'est important de savoir ça pour les prochaines générations. Elles peuvent aussi servir à repérer un jeune qui aurait des qualités exceptionnelles, mais par contre qui n'a pas pu les montrer en compétition parce qu'il a eu des blessures ou autre chose, on ne sait pas trop. Donc ça pourrait voilà, nous dire, voilà, le club ou le comité qui a fait le test de détection, attention, voilà, là on a un jeune exceptionnel, mais voilà, il a eu des blessures, donc nous on pourrait le récupérer voilà, sur un stage éventuellement, par exemple, de détection de cadets, de la génération cadet en fin de saison. Et enfin, elles peuvent servir aussi à évaluer son propre comité, parce que du coup, on va repérer ses lacunes, si c'est des lacunes techniques, des lacunes physiques, etc., par rapport au travail qu'on fait aussi dans nos clubs, et sur quel domaine on va pouvoir chercher à progresser dans le club ou dans le comité, et faire des actions de stage après derrière. Et puis le but ultime, évidemment, c'est de motiver les jeunes pour progresser sur la technique, parce que voilà, quand on a des repères comme ça, de savoir où est-ce que je me situe sur un wheeling, sur un manual, etc., toutes ces gammes techniques là, les sauts de marche, et on va savoir qu'est-ce qu'on attend de nous. Et puis le jeune, il prend son vélo, il se dit, pour l'instant je suis dans cette case là, je vais essayer de monter dans la case du dessus, quoi. Enfin, c'est le but. Et voilà, donc
Les tests, voilà, ils vont servir à analyser tout ça et puis à motiver ces jeunes, on espère, dans le futur pour progresser encore plus parce que la technique, ça reste la base quand même. Alors, juste pour revenir sur la technique, on a parlé du TRJV, du TFJV tout à l'heure avec David. Alors David nous a évoqué son amour du VTT trial. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit retour? Alors, même si pour certains, ça peut paraître décalé de la conversation, mais parce que quand on parle de test, en fait, le trial, c'est la meilleure discipline pour s'auto-évaluer. Combien de temps tu consacrais à l'entraînement technique quand tu étais plus jeune, en minime ou en cadet sur le trial, ou en benjamin même? Est-ce que tu t'entraînais beaucoup? Est-ce que c'était quelque chose que tu faisais de manière intensive? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Après, en volume, je suis incapable de le dire parce que moi, à l'époque, je faisais pas attention à ça, en fait. Mon père avait une ferme, il avait tout ce qu'il fallait, j'avais tout ce qu'il fallait autour de la maison pour Mais quand pouvoir pratiquer le quand je te dis volume, c'est par exemple tous les jours, c'était une fois par semaine, c'était quoi? Honnêtement, ouais, j'aimais tellement ça que je pense que tous les jours, je montais sur le vélo à l'époque. En gros, est-ce que Donc, c'était après l'école ou est-ce que tu séchais les cours même pour faire ça? non, mais enfin, peut-être pas tous les jours, oui, parce qu'il y avait l'école, mais je veux dire, en période de vacances, je pense que tous les jours, au final, je montais sur mon vélo et j'allais gratter une marche, une palette. Enfin, voilà, enfin, dans mes souvenirs, ouais, je faisais que de ça. J'avais des petites infrastructures à la maison. On avait fait ça avec mon père et voilà, tous les jours, je grattais un petit peu, et puis au final, je progressais et voilà. Sachant que tu avais ton vélo de trial ou tu faisais ça avec ton vélo de cross? Alors oui, sur la fin, j'avais même acheté un vélo de trial. Mais ouais. Après, c'est dommage parce qu'au final, j'ai vraiment perdu toutes ces qualités parce que bon, il y en a certainement qui vont rigoler, mais je montais plus d'1 mètre en minime deuxième année, je crois, avec mon vélo de trial. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à sauter 40 cm en planche en cyclocross, donc ça peut paraître un peu fou, mais mais bon, du coup, avec le confinement, là, je me suis tout simplement racheté un vélo de trial et je vais retourner gratter un petit peu dans mes pierriers autour de chez moi. Et alors Parce que ça me rappelle vraiment mes années, même si pour moi, le vélo, hein, c'est toujours du plaisir, mais voilà, j'avais beaucoup de plaisir à faire du trial à l'époque et j'ai envie de nouveau un petit peu m'éclater à faire ça, même si à 28 balais, ça peut paraître un peu bizarre. Alors juste pour finir sur le travail technique, parce qu'on en parle aussi depuis tout à l'heure, comment tu organises ton travail technique spécifique VTT, sachant que par exemple, là, cette année, tu es revenu au VTT en compétition et que les circuits ont quand même évolué en 10 ans. Le matériel aussi a évolué, mais ce que je veux dire par là, c'est comment toi tu essayes de progresser et comment tu travailles, ou est-ce que tu sais comment tes collègues pilotes peuvent travailler régulièrement la technique, quoi. Est-ce qu'il y a du travail de pré-fatigue? Est-ce qu'il y a du travail spécifique DH? Est-ce que tu fais de l'enduro? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben moi, c'est un petit peu différent en fait. J'ai repris le VTT l'an dernier à Marseille. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à tomber sur un circuit comme ça, avec des franchissements comme ça. J'ai vraiment halluciné quand je suis arrivé, quand j'ai fait mon premier tour de circuit à Marseille. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Moi, mes souvenirs, c'était pas aussi technique et aussi engagé. Donc, c'est vrai que l'an dernier, j'ai pas mal halluciné. Après, l'an dernier, j'ai pas vraiment fait de travail technique spécifique. Parce que ben, j'ai fait que 6 ou 7 courses, il me semble, mais j'ai fait 2 Coupes de France, le championnat de France et 2 Coupes du Monde, ou 3 Coupes de France, pardon. Donc voilà, j'ai surtout beaucoup bossé sur les circuits la veille et l'avant-veille en faisant des grosses recos. Et puis, grâce aussi à mes collègues, hein, parce que j'ai quand même des collègues qui sont pas mauvais techniquement en trajo et compagnie, donc j'ai eu la chance de pouvoir compter sur eux. Mais donc voilà, et puis j'ai réussi un petit peu à progresser comme ça tout au long de l'année, même si je me sentais pas encore vraiment assuré, arrivé par exemple au championnat de France à l'Alpe d'Huez où il y avait quand même des petites marches sympathiques. Mais là, pour le coup, sur ma reprise après le cyclocross, j'avais fait beaucoup plus de VTT. Je me faisais vraiment des sorties ouais, vraiment techniques sur la reprise.
dans les bois autour de chez moi, là, Chirou, Chabrières, le Maupuy, je suis plutôt servi là-dessus. Donc, ouais, je m'étais fait vraiment des petites séances vraiment basées techniques et c'est vraiment dommage parce que avant que le confinement soit mis en place, je me sentais déjà beaucoup mieux et beaucoup plus propre que l'an dernier. Donc, voilà, c'est parti remise, quoi. Mathieu, là-dessus, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le travail technique ou... Non, mais je pense que voilà, tout le monde a compris l'importance. Après, c'est sûr que voilà, il y a la partie qu'on va faire en club, c'est-à-dire que le jeune, il va faire son VTT avec le club le mercredi, le samedi, éventuellement, ou le dimanche. Mais comme l'a dit David, à un moment donné, c'est aussi une envie de progresser. On prend son vélo parce qu'on a envie de se défouler après l'école, un quart d'heure, 20 minutes. Et rien que ça, ben, on va passer des planches, on va passer des petites bosses qu'on se sera fait pas très loin dans la forêt derrière. Et du coup, ben, c'est ça qui fait progresser. C'est plus on en fait, mieux on est. Et en même temps qu'on travaille la technique, eh ben, on va remonter à chaque fois la petite pente pour descendre sa super descente ou aller choper sa bosse, ou alors on va faire une accélération pour franchir quelque chose. Et finalement, on travaille le physique largement aussi, comme ce qui est arrivé à David, hein, finalement. Hein. Donc, Ouais, complètement. et après, derrière, voilà, après, ça va poser déjà des bases. Et quand on aura ces qualités, ben, on travaillera le moteur et en faisant des bons plans d'entraînement, vraiment d'entraînement de qualité, et on mettra tout en œuvre au niveau d'hygiène de vie, de la récupération et tout, pour progresser aussi. Donc c'est quelque chose qui doit se construire comme ça, en ayant toujours, voilà, on en a parlé un petit peu à un moment donné, mais toujours le plaisir de pratiquer, c'est là votre moteur, et donc il faut aller vraiment chercher ce moteur-là, quoi. Moi, ça a vraiment été, on va dire, entre guillemets, le cheminement de ma carrière, hein, ce que tu viens d'évoquer là, Mathieu. Et puis ouais, j'ai un peu eu l'impression de perdre la notion un petit peu, entre guillemets, plaisir sur la fin de mes années professionnelles. Et c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, je suis revenu un peu à mes premiers amours et donc, du coup, un petit peu au VTT, quoi. Très bien. Juste, Tu t'es perdu. Alors, tu t'es perdu, mais après, voilà, c'est la différence entre bah, la passion, hein, c'est ce qui nous fait aussi progresser quand tu étais enfant et tout. La passion du VTT, des sensations qu'il peut nous procurer. Donc, tu l'as dit aussi, le fait de pouvoir partir avec son vélo, que ce soit de route ou de VTT, dans la forêt, loin, dans la nature. Et ça, c'est des super sensations qui nous manquent actuellement aussi. On s'en rend compte. Et puis après, ben, ça devient un métier. C'est ton cas et tu as eu la chance, c'est quand même une chance d'avoir pu le faire, enfin, de pouvoir toujours le faire. Ah oui, Mais donc voilà, et du coup, on passe d'une passion à un métier et allier les deux, c'est pas forcément tout le temps facile. bon, moi j'avais juste, pour finaliser un petit peu tout ça, là, pour revenir peut-être sur la dernière question qui avait été demandée, même si tu en as beaucoup parlé, et c'est quelque chose qui, à 10-15 ans, on évoquait peu, c'est le travail en musculation, et souvent c'est un manque dans la formation des entraîneurs fédéraux, où justement certains sont frileux et ont peu de connaissances là-dessus. Alors toi, tu as la chance d'avoir un patrimoine génétique et puis où tu as quand même des qualités d'explosivité, mais que tu as pas mal développé aussi quand tu faisais du trial, des choses comme ça, ou du VTT, du cyclocross, donc des qualités de puissance, d'explosivité, de tolérance au lactate. Et comment, alors aujourd'hui, on parle du travail technique, en quoi tu penses que le travail de pliométrie ou même de proprioception te sert dans le VTT et voilà, comment tu l'organises de manière différente dans la saison? mais enfin, pour revenir sur la Plio, moi j'ai commencé la Plio que cet hiver, hein, donc, enfin, j'insiste là-dessus parce que j'ai vraiment l'impression que ça m'apporte. Cet hiver, en cyclocross, dès que j'ai commencé la Plio, ben, j'ai vite été courbaturé, mais les week-ends d'après, ça a vite été bénéfique parce que c'était tout simple, hein, mais sur des descentes de vélo ou sur des portages courts, je me sentais beaucoup plus tonique et réactif. Et puis, c'est des paramètres que j'ai eu l'impression d'un petit peu de perdre avec mes années un peu professionnelles, hein. Quand j'ai repris le cyclocross,
Bah, j'ai eu des bonnes sensations lors de ma saison de reprise en cyclocross, mais j'avais quand même la sensation d'avoir perdu en tonicité avec tous ces kilomètres chez les professionnels. Donc, euh, donc voilà, c'est pourquoi je me suis orienté vers Des préparateurs physiques. comment dire? Ouais, voilà. Ok, et est-ce que tu gardes une séance Et- par semaine en pleine saison? Donc tu gardes une séance par semaine. Est-ce que tu fais, est-ce que quand tu étais cadet ou junior, par exemple, c'était quelque chose que tu intégrais dans ton entraînement, la préparation physique? Non, non. Déjà, bon, à l'époque du Pôle Espoir, par exemple, moi j'ai commencé à faire de la musculation à l'époque du Pôle Espoir, hein, donc mes années juniors. On avait pour habitude d'en faire l'hiver, mais de ne pas maintenir l'été. Et bah, déjà parce qu'on rentrait chez nous et que du coup, on n'était pas forcément équipés. Et puis avec le temps, j'ai un petit peu mis de côté tout ça et puis j'ai accumulé les kilomètres pour être performant sur route, par exemple. Et puis ben, j'ai vite ressenti des douleurs par-ci par-là, le dos moins gainé, etc. Et donc du coup, c'est pourquoi je m'y suis remis, j'y ai pris goût. Et au jour d'aujourd'hui, bon bah là, du coup, en confinement encore plus, je pense que je suis largement à plus de 3 séances par semaine. Mais en temps normal, sinon, j'ai au moins, au minimum, une séance de PPG durant la semaine. Mathieu, là-dessus, si tu veux donner d'autres exemples, Ouais, peut-être. l'exemple, c'est le Pôle France avec Philippe Chanteau, voilà, qui a, comme tu as dit, on est passé d'une époque où la musculation c'était uniquement l'hiver. Finalement, on perdait tous les bénéfices de sa préparation au fur et à mesure des mois qui passaient de la saison. Donc maintenant, c'est plutôt voilà, d'entretenir ces qualités, en tout cas de les conserver avec toujours une ou deux séances toute l'année de muscu et un peu plus 2 à 3 pendant les périodes un peu plus de PPG. Donc ça, c'est un petit peu acquis, sachant qu'en plus, le VTT, on y revient toujours, c'est devenu plus punchy. Il faut vraiment de la force pour emmener les braquets dans des côtes qui sont très raides et qui se passent beaucoup plus à l'injection qu'à l'époque où on avait des parcours plus longs et où on avait des côtes qui duraient 6, 8 minutes, 8, 10 minutes. Voilà, c'est fini ce temps-là, où c'est très rare. Mm, Donc, effectivement, la muscu, ça passe par de la muscu. Il faut que chez les jeunes catégories, qu'ils apprennent déjà à solliciter leurs articulations, à pouvoir faire tous les mouvements, pour ensuite travailler tout ce qui est gainage, renforcement musculaire, etc. Et puis après, quand on arrive chez les cadets et les juniors, commencer avec de la musculation sans poids et ensuite en mettant du poids. Et ça, c'est toute une nouvelle articulation. Mais c'est vrai que quand on voit actuellement les gabarits des coureurs, on était encore sur le championnat d'Europe, là, donc au moins l'été dernier, avec les espoirs. Bon, il y avait un groupe de 5 qui s'est dégagé tout de suite. Nous, avec nos petits profils, entre guillemets, de grimpeurs français, alors sans les critiquer, mais voilà, on a plutôt des profils grimpeurs sur un parcours totalement artificiel. Ben voilà, on s'est retrouvé avec 5 athlètes devant, ultra charpentés. Et voilà, il faut être costaud, il faut être de la force pour faire la différence. Et le poids, même s'ils sont pas très lourds, mais c'est des athlètes qui sont un peu plus lourds. Et sur des circuits artificiels, ça passe bien parce que ça roule vite. Et puis les côtes passent très vite aussi. Donc après, il n'y a plus qu'à entretenir la vitesse finalement. Donc oui, mm. on encourage à Après, pratiquer assez tôt. Vas-y, David. après j'en ai pas parlé, mais par exemple, moi, en musculation, on va dire en temps normal, je fais du bas du corps, mais en majorité, ce serait plus du haut du corps. Et depuis le début du confinement, je vais dire que j'ai quand même plus rajouté de bas du corps qu'à l'habitude pour un petit peu compenser la perte, on va dire, entre guillemets, un peu musculaire des heures de vélo que je ne fais pas comme à l'habitude. Donc, je fais un peu plus actuellement de tout ce qui est squat, fente, etc. Je reviens tout de suite, mais du coup, juste pour parler de ça, mais voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a le hashtag rouler chez vous là, qui est sorti de la fédération. Mais on a aussi voilà, ce petit bouquin là, sur le plan
de développement athlétique fédéral, voilà aussi. C'est des petits bouquins, mais sur la muscu qui sont très, très bien faits, spécifiques pour les cyclistes. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ça, de lire tous ces documents-là pour vous en imprégner, comme a fait David avec sa pliométrie, et puis après faire vos programmes avec vos entraîneurs perso, quoi. Même Voilà, les François. séances de Pardon. Ah non, c'est bon. Non, j'allais dire même les séances d'hommes traîneurs qui ont été fournies par la Fédé sur les sites, elles sont top, hein. Oui, oui, voilà. Bon, alors du coup, oui, ça passe peut-être pas terrible. C'est le plan de développement athlétique fédéral, le modèle FFC, mais je vais vous l'écrire à côté. Voilà. François, si tu veux. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être une dernière question qu'on n'a pas abordée, c'est l'aspect mental. Sachant qu'il y avait une question concernant la gestion de la pression des grands événements. Toi, David, est-ce que, bon, encore une fois, tu es plutôt dans la deuxième partie de ta carrière que de la première. Je crois savoir que tu travailles ou tu as travaillé pendant un petit moment avec un psychiatre qui fait aussi qui fait office de préparateur mental. Comment c'est venu, pourquoi et comment tu travailles actuellement sur ça? Bah, déjà, moi, à la base, je suis un. Sans parler vélo, hein, je suis quelqu'un qui est stressé et j'évite la pression. Donc, donc ouais, ça m'est arrivé hein, de passer à côté de certaines courses à cause du stress, parce que je ruminais trop, parce que je faisais la course avant de l'avoir faite en fait, hein. Une fois arrivé sur la ligne de départ, j'avais déjà plus de jus parce que j'avais tout bouffé à cause du stress. Donc voilà, il a fallu que je passe malheureusement par un psychiatre du sport pour passer un petit peu tous ces blocages-là et puis relativiser sur la compète, quoi, tout simplement. Et bon, aujourd'hui, ça va mieux, hein. Et puis, c'est sûr qu'avec l'expérience et les années derrière moi, ça va mieux et tout ça m'a beaucoup aidé. Mais ouais, c'est des choses à pas négliger, en fait, tout ça. Parce que c'est sûr que l'entraînement, c'est bien, mais si on s'entraîne et que derrière, ben, on stresse comme pas possible et qu'on arrive au départ de la course objectif en n'ayant pas dormi la nuit, en étant complètement cuit, ben, l'entraînement ne sert à rien, quoi. Oui, c'est une part. Voilà, le mental, hein, c'est une part importante de la performance, évidemment. C'est le pied sur l'accélérateur. On peut avoir un énorme moteur si on n'a pas le pied qui appuie sur l'accélérateur. Ça ne marche pas. Donc, Ouais, il y a certains athlètes qui ressentent le besoin là, et qui le travaillent. Il y en a qui percevraient des besoins mais qui ne font pas l'effort d'aller le travailler. Et il y en a qui travaillent très tôt cet aspect-là. Donc nous, ben voilà, hein, François, tu es au courant. On a aussi profité de la période actuelle là, pour travailler des documents sur l'imagerie mentale, selon les disciplines, des petites choses comme ça pour le contrôle la gestion du stress, la motivation, etc. Et donc ça, c'est pareil, c'est des petits documents que vous trouverez là sur le hashtag roulez chez vous là, mais qui peuvent servir. C'est sûr que la préparation mentale, c'est une technique, comme on va faire la technique en VTT, là on va faire la technique pour le cerveau, pour être plus fort. Néanmoins, ça demande une démarche volontaire, à un moment donné, où l'athlète prend conscience de cette part-là. Donc il faut soit faire l'effort avec quelqu'un, un préparateur mental, soit aller aussi à nouveau lire des documents dans un premier temps, je pense. Et puis voilà, il y a des athlètes, nous en équipe de France, qui n'ont jamais fait. Il y en a qui ont fait et puis qui ont arrêté. Il y en a qui font une fois par mois, d'autres plus régulièrement. Voilà, ça dépend. oui, c'est au besoin. Voilà. Voilà, François. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on est pas mal. Peut-être certains veulent rajouter les quelques personnes restantes si vous avez des questions peut-être ou des choses à repréciser, c'est le moment avant qu'on arrête. Ça serait bien. En tout cas, ouais, merci de nous avoir suivis. Parce que, bon, il manquait Lucie, mais bon, voilà, on l'excusera. Et puis David a bien pris le relais. Et il y a pas mal de choses d'entraînement là qui sont ressorties de vos questions. Donc ça va vraiment parler plutôt d'entraînement que de choses un peu générales actuelles.
Mais voilà, c'était vos demandes, donc j'espère que David aura satisfait à vos demandes. J'espère. Bon, je pense que l'objectif est atteint pour nous. En tout cas, merci à David pour ton honnêteté et puis le retour sur ton parcours. Et puis voilà, donc pour Mathieu, si vous souhaitez rentrer en contact éventuellement avec lui aussi, c'est peut-être voilà, certaines des questions. Son adresse mail, je pense, est disponible sur la conversation. Hein, c'est m.nadal@ffc.fr. Moi, vous pouvez passer par le comité régional pour avoir mes coordonnées si certains ne sont toujours pas. Mais voilà, donc je voulais vous remercier d'avoir assisté à cette petite conversation, cette petite conférence. Et puis, en tout cas, bon courage à vous tous. Et puis, à bientôt. Merci David et merci à tous. Ouais. Au revoir. Merci. Salut.